Dans l'épisode du jour, je prends le temps de répondre à une question très particulière. Pourquoi rester avec un partenaire évitant quand tout semble si compliqué ? On va prendre le temps de comprendre l'attachement évitant. On va prendre le temps de comprendre ce paradoxe de vouloir être en couple avec la distance et ce que tu peux faire pour réussir à atteindre une relation apaisée avec ton partenaire en dépression et évitant. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression, c'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti. Hello cher proche, bienvenue à toi dans l'épisode du jour. Est-ce que tu es en couple avec une personne qui souffre de dépression ? Peut-être que c'est pour ça que tu écoutes l'épisode de podcast, n'est-ce pas ? Mais est-ce que tu es en couple avec un évitant ? Alors peut-être qu'au début de la relation, tout allait à merveille. Vous avez eu une connexion de fou, c'est la première fois que tu as ressenti quelque chose d'aussi fort pour cette personne. Vous avez eu des moments géniaux, où même ton partenaire était à l'initiative de nombreuses choses. Et puis, petit à petit, les choses ont commencé un petit peu à changer. Ton partenaire a commencé à avoir quelques difficultés au travail, dans la famille, à droite à gauche. Et puis, tu as vu une petite distance commencer à se mettre entre vous deux. Alors, forcément, tu n'as pas trop compris, mais tu t'es dit que ce n'était qu'une mauvaise passe. Sauf que plus le temps avance et plus ton partenaire s'éloigne. Il semble plus renfermé et moins présent. Et t'es même à te poser la question aujourd'hui, est-ce que mon partenaire tient vraiment à moi ? Alors forcément, tu as fait des recherches sur Internet et tu es tombé sur un truc intéressant. Mon partenaire peut être en dépression. À ce moment-là, c'est une explication excellente pour te permettre de comprendre ta moitié. Mais Manuela, elle a plus d'un tour dans son sac. Au-delà de te parler de dépression, elle te parle aussi de style d'attachement évitant. Est-ce que tu te reconnais dans cette description ? Nombreux sont ceux d'entre vous qui m'ont partagé une partie de leur histoire avec leur partenaire en dépression, avec ce style d'attachement évitant, et à chaque fois, l'histoire un petit peu, elle se ressemble. On est face à quelqu'un qui on ne comprend pas son fonctionnement et on ne comprend pas si la relation peut durer. Et souvent, on peut même se poser la question, pourquoi rester avec un partenaire évitant et en plus dépressif quand tout semble aussi compliqué ? Je comprends entièrement les défis et les incompréhensions que ce style d'attachement entraîne parce que j'ai moi-même un style d'attachement évitant. Eh bien oui, j'ai été ce conjoint compliqué et dépressif qui met de la distance. Les évitants ne sont pas faciles à aimer parce que dans la manière dont ils vont fonctionner, ils vont rendre l'amour un peu inconventionnel. Derrière leur envie d'être en couple se cache souvent une peur profonde de proximité et d'attachement. Ce paradoxe peut être un petit peu déroutant parce que oui, le dépressif évitant veut être en couple, mais oui, il veut aussi de la distance. Ce qu'on pourrait percevoir du coup comme un désintérêt est souvent plutôt un besoin de se protéger, de protéger son espace personnel. Alors peut-être que tu te poses cette question en ce moment. Est-ce qu'il est possible de trouver une harmonie avec ce partenaire en dépression, avec ce style d'attachement évitant ? Ma réponse est oui, mais avec quelques ajustements. En fait, je pense qu'il est important d'apprendre à naviguer avec le style d'attachement évitant, avec tes besoins et ceux de ton partenaire. Vous pouvez réussir à transformer cette relation en quelque chose de plus épanouissant pour vous deux.
Dans l'épisode de podcast du jour, je vais te partager justement comment fonctionner avec ce partenaire évitant pour réussir à comprendre comment est-ce que tu peux trouver ton équilibre de vie dans ta relation de couple et faire en sorte que tout se passe au mieux pour vous deux. Eh bien, on va voir ça dans l'épisode du jour. Avant de voir l'épisode du jour, je vais prendre le temps de t'inviter à une masterclass qui aura lieu en ligne le lundi 18 novembre à 20h. Le titre de la masterclass est Dépression et attachement évitant, les 4 clés pour protéger et faire durer son couple, même quand tout semble fragile. Nous verrons comment protéger ton couple de la dépression et de l'attachement évitant pour retrouver une relation sereine et saine pendant 1 heure. Une masterclass concrète, sans blabla inutile, pour te permettre de mettre en place les bonnes actions sans que l'anxiété prenne le dessus. Dans cette masterclass, tu vas comprendre pourquoi tu réagis comme tu fais face au comportement de ton partenaire dépressif et évitant. Nous verrons comment te sécuriser pour que tu puisses ne plus être submergé par l'attitude de ta moitié. Tu apprendras aussi à recréer une dynamique de couple et communiquer avec ton partenaire dépressif et évitant. Tu te sentiras ainsi plus soutenu et mieux compris dans les hauts et les bas. Tu sauras donc aider ton partenaire en dépression sans te faire rejeter et tu découvriras comment est-ce que vous pouvez réussir à retrouver de la complicité même si ton partenaire est dépressif avec un attachement évitant. Ce sera vraiment une masterclass concrète avec 4 clés simples à mettre en place dès que tu auras fini la masterclass. Pour t'inscrire, il te suffit d'aller dans les notes de cet épisode ou sur mon site www.mydailypression.com. J'ai hâte de te retrouver sur cette masterclass qui est entièrement gratuite le lundi 18 novembre à 20h en ligne. Et si tu ne peux pas être disponible ou si tu es sur un autre fuseau horaire, sache qu'il y aura un replay à ta disposition pour te permettre de revoir le cours et de permettre de pouvoir avoir tous les bons conseils face à ton couple touché par la dépression et le style d'attachement évitant. J'ai hâte de te voir en vrai et de te partager mes meilleurs conseils face à la dépression et l'attachement évitant. Allez, je te laisse repartir dans l'épisode du podcast du jour. Allez, rentrons dans l'ordre du jour et répondons à la question suivante. Est-ce qu'il est vraiment possible de réussir à avoir une relation épanouie avec un dépressif évitant ? Pour commencer, on va répondre à la toute première question. Qu'est-ce qu'un évitant et d'où vient ce style d'attachement ? C'est vrai qu'on parle beaucoup des évitants, de ces gens qui mettent de la distance, qui ont une manière de fonctionner qui est un peu bizarre. Mais la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi l'évitant fonctionne ainsi. Pour comprendre son fonctionnement, il faut comprendre la théorie de l'attachement. T'inquiète pas, on va pas se perdre dans de la psychologie. La théorie de l'attachement explique juste que les figures d'attachement, les personnes qui vont s'occuper d'un enfant, eh bien, se doivent de répondre à tous ses besoins émotionnels. Le bébé humain est très fragile et les figures d'attachement, qui sont souvent ses parents, se doivent de prendre soin de lui. Et si ils ne répondent pas aux besoins directs et primaires de l'enfant, l'enfant va avoir tel ou tel comportement. Ainsi, l'évitant a souvent une enfance que ses figures d'attachement étaient émotionnellement peu distantes ou inaccessibles. Souvent, ils ont ignoré, voire minimisé les besoins affectifs de l'enfant et n'ont pas répondu à ses besoins de sécurité. D'ailleurs, quand l'enfant venait près du parent, malheureusement, en ne répondant pas à ce besoin, l'enfant s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas compter sur eux. Sauf que dans certains cas, ils étaient présents. Bref, l'enfant a appris à se méfier. Voilà pourquoi il va développer ce mécanisme de défense, dans lequel les émotions n'ont pas leur place. La figure de l'attachement de l'évitant étant déconnecté de ses émotions et donc peu disponible sur le plan affectif, et puisqu'il n'a pas répondu aux besoins fondamentaux de l'enfant, va faire en sorte qu'il va développer un style d'attachement insécure, évitant. À cause de cette trahison, l'évitant est méfiant envers la terre entière. Il n'a pas appris à montrer ses vulnérabilités, car s'il les montre, eh bien on va le moquer ou on va le minimiser. Ainsi, si ton partenaire a cet attachement évitant, il va utiliser ce qu'on appelle l'évitement pour gérer au mieux ses peurs, ses craintes et sa blessure de l'abandon et du rejet. Paradoxalement, les évitants veulent être aimés et ressentent eux aussi le besoin d'avoir de l'amour et de la proximité. Cependant, ils vont garder instinctivement et souvent inconsciemment une certaine distance pour ne pas se sentir piégés. Ils ne souhaitent pas être déçus dans la relation de couple comme ils ont été déçus avec leur figure d'attachement. Ils n'ont pas appris à montrer leur vulnérabilité, ils n'ont pas appris à montrer leurs émotions, ils n'ont pas appris à ce que leurs émotions soient validées. De ce fait, ils ont ce fonctionnement. Chacun va développer son propre style d'attachement évitant en fonction de son histoire.
Certains vont rejeter beaucoup leur partenaire et d'autres moins. Certains vont avoir vraiment besoin d'intimité et d'autres moins. Chacun va développer son attachement en fonction de son histoire. Et puis il y a des personnes qui vont réussir à trouver un certain équilibre dans leur attachement parce qu'on n'est pas obligé de rester insécure dans nos relations de couple. Mais il y a un problème. Il y a un autre élément qui vient aggraver le style d'attachement évitant, c'est la dépression. La dépression, le fait qu'elle coupe l'évitant de ses émotions, qu'elle le met dans ses vulnérabilités, en gros, la dépression, elle le pousse dans ses insécurités. De ce fait, la personne qui a un style d'attachement évitant, même si elle avait un équilibre, va se replier sur elle-même, ne voudra pas montrer sa vulnérabilité, ne saura pas gérer ses émotions puisqu'elle n'a jamais appris à gérer les émotions agréables comme désagréables, et donc va mettre son style d'attachement évitant à son paroxysme. Voilà un petit peu l'explication du comportement de ton partenaire. Le fait de bien comprendre en fait que chacun va avoir sa manière de fonctionner montre qu'en fait, l'évitant n'est pas condamné à fonctionner de telle ou de telle manière. Mais ça ne veut pas dire non plus que l'on doit changer la personne. C'est à elle de faire le travail nécessaire. Maintenant qu'on a vu ce comportement qui est lié à l'évitant et qu'on comprend mieux pourquoi notre partenaire est évitant, on va parler d'un deuxième point important, son paradoxe. Est-ce que tu sais ce que ça signifie paradoxe ? Le paradoxe, ça signifie qu'on est sur deux faits qui sont entièrement contradictoires. Et l'évitant, il a un problème. Il veut être en couple, mais sans proximité. En fait, l'évitant, il aspire à de l'amour, mais rejette la proximité de couple. Ce besoin d'avoir une relation tout en gardant ses distances peut être déconcertant, n'est-ce pas ? Tu vois peut-être que ton partenaire, qui se rapproche par moment, des fois semble vouloir être là, puis s'éloigne. Il est là et puis s'éloigne. Ce comportement peut donner l'impression que la relation a l'air instable, voire même un petit peu bancale. Pourtant, l'évitant, puisque j'en suis une, on a envie d'être en couple, mais on veut garder aussi de l'espace. On a besoin d'un lieu personnel où on se sent en sécurité, où on peut décharger nos émotions, où on n'a pas la sensation d'être pris au piège par l'intimité ou par l'autre. C'est un mécanisme de protection et pas un mécanisme parce qu'on ne respecte pas l'autre. Pour l'évitant, se retrouver seul permet vraiment de gérer ses émotions et de calmer ses angoisses. Moi, j'aime bien raconter cet exemple. Un jour, avec mon mari, on se dispute pour je ne sais quelle raison. Et puis, à un moment donné, il me parle et je sens que je ne peux plus. Je me lève, je prends mon plaid et je vais dans la chambre sous la couette. Alors, mon mari me suit, me dit « Mais qu'est-ce qui se passe, Manu ? Qu'est-ce qui va pas ?» Et là, je lui dis « Je peux pas, je veux être seule. » Et j'ai fait une crise de nerfs en lui disant qu'il fallait qu'il me laisse parce que je ne pouvais pas gérer mes émotions. Il est parti. Et au bout de 10 minutes, je me suis mise à pleurer. Et là, l'émotion a pu passer. Je n'ai pas réussi à pleurer devant mon mari. Ça devait être nos toutes premières années de relation de couple. Et il a toujours trouvé ça très bizarre que je n'arrive pas à pleurer face à lui. Alors forcément, au bout d'un moment, on a appris à se connaître, on avance. Maintenant, je pleure sans problème devant mon mec. Mais c'est pour montrer qu'on va avoir souvent cette tendance à aller s'isoler pour gérer ses émotions. Mais pourtant, voilà, on veut être un couple et ce paradoxe de je veux être en couple mais je veux de l'intimité, de la distance, ça peut créer des tensions. L'évitant a envie d'avoir de la relation de couple, mais il craint souvent la fusion. Il y a pas mal de personnes qui veulent des relations fusionnelles. L'évitant, il ne sait pas. Par contre, ça ne veut pas dire que l'évitant ne sait pas aimer. Souvent, j'entends cette phrase. Oui, mais l'évitant, il sait pas aimer. Je suis pas trop d'accord. L'évitant, il a des émotions. Mais en fait, il a envie d'une manière d'être en couple. Et cette manière d'être en couple, ce n'est pas celle que l'on connaît. Aujourd'hui, on connaît l'harmonie parfaite. On grandit souvent avec cette idée que l'amour, c'est un lieu de fusion, d'harmonie, de fluidité, sans tension, où tout se passe méga bien. Si on tombe sur la bonne personne, on est fusionnel, on va se comprendre d'un seul regard. On va avoir de l'intimité parfaite et on saura s'accorder l'un à l'autre sans aucun souci. C'est vrai que quand on voit les contes de fées, on se pose pas la question de se dire « Tiens, Aladdin, comment ça se passe avec Jasmine et vos 13 gamins ? Est-ce que tu arrives un petit peu à l'aider au palais ?» On pose pas trop plus la question à la Belle au bois dormant pour lui dire « Mais en fait, t'arrives à gérer quand il ronfle le prince charmant ?» Non, ça s'arrête toujours à « ils vécurent heureux et s'aimèrent pour la vie ». On n'a pas la définition de galère qu'ils ont eue. Pourtant, dans la réalité, en tant que thérapeute, je le vois,
L'amour est souvent un mélange d'affection et de difficulté, de rapprochement et de distance. On a souvent une vision un peu très idéaliste de l'amour, qui est très véhiculée par tous les films romantiques, livres et bouquins. Alors ça ne veut pas dire qu'on est irréaliste, on sait qu'il y aura des difficultés, mais pas celle du paradoxe de l'évitant. On est souvent prêt à accepter pas mal de choses, mais le paradoxe de l'évitant, celui de vouloir être en couple avec une distance, on nous apprend pas énormément à la voir. On trouve justement que cette personne n'est pas normale, et souvent quand on pose la question à notre entourage, ils nous disent « il te respecte pas, t'as qu'à te barrer ». Donc en fait, l'évitant, lui, tout ce qu'il veut, c'est une harmonie. Et en fait, il est possible de trouver cette harmonie en réajustant cette attente. On peut accepter que l'amour peut coexister avec des hauts et des bas, et que le bonheur ne se mesure pas au nombre de moments parfaits, mais à la façon dont chacun respecte l'autre et ses besoins et sa manière d'aimer. Au fond, aimer un dépressif, aimer un évitant, c'est respecter son besoin d'espace tout en reconnaissant son envie d'être avec lui. Moi, il y a un truc qui a été toujours incroyable. Je me souviens d'une relation qui m'a énormément marquée, où cet homme me disait régulièrement « Mais Manu, t'es pas la Manu que je vois dans la vie de tous les jours. En individuel, t'as l'air tellement différente, c'est pas vraiment toi, quoi. T'es très distante, t'es pas vraiment très douce avec moi. » J'avais beaucoup de... Je me suis clairement fait bien lyncher, pas mal de reproches. Et puis, il y a eu mon mec, mon mari. Et en fait, c'est pas pour dire que mon mari est génial, c'est pour dire qu'il m'a toujours accepté tel que j'étais. Il a accepté mon côté pudique, il a accepté mon besoin de distance, il a accepté qui j'étais, et le fait que mon mari m'accepte sans que ça le stresse m'a permis spontanément, sans qu'il en ait besoin, que j'ai des gestes d'affection vers lui. En fait, je l'avais un peu prévenu quand on s'est mis en couple. Je lui dis, tu sais, je suis pas très affectueuse comme personne. Je suis un peu rugueuse, un peu dure, un peu bizarre. Enfin voilà, je suis pas très douce, quoi. Je suis pas la belle pierre toute lisse, toute douce qui va s'occuper de toi. Je suis un peu dure. Après, voilà, c'est mon caractère. Et il m'a dit, pas de problème, je te connais. Et en fait, ça m'a tellement rassurée que je me suis pas rendu compte que la personne qui quémandait le plus d'affection physique, c'était moi. Et en fait, c'est souvent ça qui se passe. Dans une relation de couple, quand il y a un côté évitant, on peut réussir à avoir un équilibre dans la relation. Un équilibre parce que si tu reconnais le besoin de ton évitant, même dépressif, il va pouvoir venir vers toi. Moi, ce qui m'a aussi toujours aidé dans la dépression et dans mon côté évitant, c'est que mon partenaire, en fait, a toujours accepté mon fonctionnement. Et comme il l'a accepté, j'ai fait aussi les efforts qu'il me demandait. Ça ne veut pas dire que être en couple avec un évitant, c'est lui dire « tu as tout le tapis rouge pour être évitant ». Mon mari m'a toujours exprimé ses émotions. « Manu, j'ai besoin de ça. Manu, je sais que t'es en dépression, mais j'ai besoin de ça. » Et le fait de devoir me le dire, alors oui, c'est pas forcément toujours évident quand on se tape un reproche, mais c'est ce qui a fait que notre couple a duré. Et en fait, ce que moi je trouve génial et ce que j'aime bien expliquer aux personnes que j'accompagne en thérapie, c'est que être en couple avec un évitant, ça a pas mal de bénéfices, n'empêche. Alors on va me sortir de la crainte, la peur, le stress. Pas vraiment. En fait, ça peut surprendre, mais il y a des bénéfices qui sont vraiment uniques et vraiment sympas. Déjà, être en couple en évitant, ça encourage le respect de l'espace personnel. Ça veut dire que je vais laisser de la distance à l'autre. Ça veut dire quoi, laisser de la distance à son partenaire évitant? Ça veut dire que des fois, quand on n'est pas ensemble en couple, il y aura des week-ends où on se verra pas. Il y aura des week-ends où il aura envie de faire ses sorties avec ses copains. Être en distance, ça veut dire que quelquefois, je vais attendre que mon partenaire prenne la journée pour répondre à un texto. Ou alors quand mon partenaire va dire « j'ai besoin d'être dans ma grotte », je vais accepter et je vais pas faire payer mon partenaire parce qu'il m'a laissé 3 jours dans sa grotte en lui demandant d'être encore plus présent pour moi. C'est ça de donner de l'espace. Ça donne de la liberté individuelle à chacun. Déjà, ça permet de ne pas être dans la dépendance affective et de développer sa propre indépendance émotionnelle, de cultiver son autonomie. Quand l'autre n'est pas disponible, c'est le moment de prendre soin de moi. On est dans une société où on nous encourage de prendre soin de nous et de faire de nous une priorité. Mais en fait, on veut que ce soit les autres qui fassent souvent de nous une priorité. Et là, avec le couple avec un évitant qui a besoin d'espace et que je ne peux pas m'occuper de lui, autant que je m'occupe de moi. Et c'est ça qui est super intéressant.
Être avec un évitant, ça apprend la patience et la tolérance. Parce que quand on comprend les besoins de distance, parce que c'est pas un besoin pour te rejeter toi, c'est un mécanisme de protection interne qui est inconscient. Eh bien, j'apprends tout simplement à laisser à mon partenaire l'espace dont il a besoin et de la tolérance. Et puis, ça va faire développer un truc merveilleux. Si je laisse à mon partenaire son espace, ses besoins de distance, ça me permet de lire les signes subtils de son affection. Moi, il y a un truc que mon mari a toujours vu et qui m'a toujours fait rire. Quand j'ai mis un peu d'espace, je vais faire des choses pour lui sans que je m'en rende compte. Alors moi, mon langage de l'amour, c'est les services rendus. Donc à ce moment-là, je vais lui faire une palanquée de trucs qu'il va toujours trouver trop mimi et il va être super content. Et en fait, le truc, c'est que c'est naturel. Parce que j'ai confiance. Comme mon partenaire, il a confiance sur le fait que mon besoin d'évitement et de distance, il n'est pas lié à lui, mais à ma construction, mon histoire, mon parcours, eh bien, il y a une confiance entre nous. Une confiance de relation. Je n'ai pas besoin, tous les 5 minutes, de dire à mon partenaire « Je t'aime !» Pour ceux qui connaissent la référence, parce que je suis une vieille Manu. Et en fait, la dynamique, elle va permettre d'avoir des moments de qualité, de complicité. Parce que moi, ce que j'aime en tant qu'évitante, c'est la légèreté, la complicité, les moments vraiment sympas et spontanés du moment. Et donc, du coup, le fait d'avoir des moments spontanés, c'est génial. Moi, quand je finis le travail et qu'on va se mettre dans le canapé et qu'on se dit qu'est-ce qu'on mange ce soir, nous on n'a pas de gosse, donc on est là, ouais, on se fait une commande, c'est de la spontanéité et je kiffe le moment. Oui, on va regarder une série Netflix. Oui, on va regarder des dramas, des mangas, des K-dramas et des mangas. En ce moment, on regarde la nouvelle série de Ranma 1/2 qui me rappelle toute mon enfance. Et on est dans le canapé avec des burgers. Et pour moi, c'est les meilleurs moments. C'est simple, c'est pas compliqué, c'est pas planifié, mais je fais des activités avec mon doudou. Et c'est excellent. Donc vraiment, quand on est avec un évitant, il y a des bénéfices. Nous, évitants, on n'est pas que des mauvaises personnes, hein. On n'est pas tous des manipulateurs. Parce que souvent, on a aussi ce problème. C'est vrai qu'il y a des bénéfices d'être avec un évitant. Mais j'entends des gens me dire, oui, mais il y a des maléfices d'être avec, tout simplement. J'avais envie de faire la blague, désolée. Être avec un dépressif. Parce que le dépressif, il remet en question les choses. Le dépressif, il bouscule la relation. I know. En fait, face au côté évitant, on peut réussir à développer des choses. Et c'est vrai que le dépressif va être encore plus évitant. Remise en question, perte de sentiments et tout le blabla. Mais si je suis quelqu'un qui est sécurisé dans ma relation, si je suis quelqu'un qui est un ancre, je ne vais pas avoir peur de faire du mal et je vais rester. Moi, ce qui m'a fait rester avec mon partenaire, au-delà de la valeur de l'engagement, car moi j'ai la valeur de l'engagement. Je me suis mariée devant Dieu et devant les hommes, j'allais pas lâcher mon mec, même si j'avais envie de me barrer presque tous les 2 jours. Mais il y a aussi le fait que mon partenaire était sécurisant. Et quand on est en dépression et qu'on voit bien que notre dépression n'affecte pas l'autre au point où l'autre est complètement affaibli, eh bien, ça a pas le même saveur. Je disais ça il y a pas très longtemps à un de mes patients. Il me dit, mais Manuela, franchement, moi je suis là, je montre à ma partenaire que je sais gérer, que je suis présente, que je suis présent. Et je lui dis, mais ça se voit que t'es stressé. Ça se voit que tu es dépendant de son affection. Ça se voit que tu vis mal la situation. Et il me regarde et il me dit, mais comment ça se voit? C'est écrit sur ton visage. J'ai pas besoin de demander à son partenaire, ça se voit. Et en fait, souvent, ce qui est difficile, alors c'est pas un reproche, hein, attention, mais ce qui est difficile, c'est que on va oublier que l'évitant, même s'il est en dépression, il n'est pas aveugle. Quand on voit que notre partenaire en dépression peut avoir un style d'attachement anxieux et qu'il n'est pas bien, oui, forcément, l'évitant va vouloir lâcher l'autre parce qu'il pense qu'il est le problème. Mais si je suis dans mon indépendance émotionnelle que j'ai développée grâce à cette relation avec l'évitant, le couple peut tenir. Et en fait, on peut réussir à s'harmoniser, sans forcer, sans insister et sans avoir peur de tout ce que la dépression va sortir. Moi, je me rappelle un jour, mon mari m'a dit un truc que j'avais trouvé, encore une fois, incroyable. Il veut pas être interviewé. J'ai essayé, les gars. J'ai négocié, j'ai tout fait. Il refuse, il m'énerve. Bref, c'est pas grave. Mon mari, un jour, il me dit, tu sais Manu, je sais que je dois être bien pour que tu sois bien.
Et en fait, je lui avais dit, ouais, c'est pas ce que je te demande, etc., blablabla. Et puis un jour, il en a eu marre d'une situation qui est liée à ma dépression, et j'ai vu qu'il était pas bien. Et là, je lui ai fait la déclaration de c'est fini, quoi. Et il me regarde, il me dit, mais c'est pour ça que je veux pas te dire quand je suis pas bien. Parce qu'à chaque fois que je te montre que je suis pas bien, tu prends l'espace pour me dire que c'est fini. Mais il me dit, mais ça marchera pas comme ça, ma belle. et en fait, c'était ça qui était intéressant. Quand on est face à un évitant qui est dépressif et qu'on a l'impression qu'il va partir avec les idées négatives, la perte de sentiments, la distance, etc. Eh bien, c'est vrai que quand on est face à ce genre d'évitant, on se dit, mais punaise, comment je gère ? Si on est dans un couple où je peux me sécuriser et quand je suis sécurisée, je vais attirer l'autre, il y a pas de souci. Après, malheureusement, il y a des évitants qui, je trouve, ne jouent pas le jeu du côté évitant. Il y en a qui vont en fait tout simplement profiter de la situation pour arrêter la relation. Et ils ne vont pas faire l'effort eux-mêmes aussi de s'adapter à l'autre. C'est vrai qu'on ne va pas non plus tout accepter sous couvert de les évitants sont quand même des gens bien, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que qu'est-ce que je fais si je me sens pas capable d'être en couple avec cet évitant ? Peut-être que j'ai un partenaire évitant, ok, qui met de la distance émotionnelle, ok, mais quand j'exprime mes besoins, il ne fait pas l'effort pour répondre à mes besoins. Et en fait, c'est là où ça va être aussi la notion de savoir comment je m'engage. Et quand je parle d'effort même en dépression. Un jour, j'ai un patient qui me dit « Manu, mon partenaire ne fait pas d'effort en dépression. » Et là, je lui dis « Écoute, moi je vois un truc, c'est que il répond à tes messages. Quand tu lui demandes de te voir, il te voit. Et quand il veut faire des choses, il t'explique pourquoi il ne peut pas. » Il me dit « Oui, mais il fait pas d'effort comme moi j'ai besoin. » Il te donne des explications. Et quand il peut faire des choses, oui, tu as raison Manu, il les fait. Il y a des relations où en fait, quelquefois, les évitants, même s'ils sont en dépression, vont s'impliquer. Ils vont faire l'effort parce qu'ils ont envie d'être dans la relation. Mais il y en a, ils vont pas faire les efforts parce qu'ils ont pas envie d'être dans la relation, parce qu'ils ne veulent pas être dans la relation. Donc je ne peux pas mettre tous les évitants sous la même coupe. Il y en a qui vont vouloir se séparer et utiliser la carte dépression évitant pour le faire. Ce sont des personnes qui ne veulent pas s'engager et qui ne veulent pas faire d'efforts. Là, on est sur autre chose. Maintenant, il y a aussi sur ta décision personnelle. C'est vrai que je viens de faire la belle description de nos chers évitants et que moi-même je suis évitante. Mais je suis obligée de dire quelque chose d'important. Si tu n'as pas envie, tu ne sens pas capable d'être en couple avec un évitant, qui sommes-nous pour te juger ? La culpabilité de devoir te dire « mais oui, mais je pourrais faire un effort », non, nous n'avons pas à te culpabiliser. Cette question, elle n'appartient qu'à toi. Il est important d'écouter ce que tu souhaites et quels sont les choix et les décisions que tu peux prendre. Moi, je sais qu'il y a une personne qui m'a quittée parce que j'avais un style d'attachement évitant. C'est la raison de notre séparation. Est-ce que j'en veux à cette personne ? Vraiment plus du tout aujourd'hui depuis que je suis thérapeute. Parce que cette personne s'est rendue compte que je ne pouvais pas lui apporter ce qu'elle voulait par rapport à sa construction et par rapport à ses choix de vie. Maintenant, je l'ai respectée, la séparation n'a pas été simple, elle a été très dure pour moi, mais elle était bénéfique pour cette personne. Alors garde à l'esprit que l'objectif ici, c'est de ne pas non plus te faire dépasser tes limites et de choisir aussi la personne qui te conviendra. Pense d'abord à toi, évalue tes priorités émotionnelles, prends le temps pour décider et définis ce qui est bon pour toi. Mais sache qu'ici sur ce podcast, je ne te dirai jamais les évitants sont géniaux, les pauvres dépressifs, ils sont malheureux donc reste avec. Ce n'est pas ma place là-dessus. D'ailleurs, je n'ai rien à dire sur les choix de couple ou les arrêts de relation. Cela ne me regarde pas. Mais je voulais quand même le mettre ici parce que j'ai quand même posé une question forte. La question quand même, c'est que j'ai posée, c'est pourquoi rester avec un partenaire évitant quand tout semble compliqué. Si à un moment donné, je sens que c'est trop compliqué pour moi, je peux prendre la décision d'arrêter et ce ne regarde que moi. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas là pour encourager telle décision ou telle autre décision. Je suis donc obligée de parler de toutes les situations. Maintenant qu'on a vu ce point-là et que tu vas pouvoir prendre le temps de réfléchir pour toi, on va arriver sur la dernière partie de ce podcast. Comment réussir à s'harmoniser dans un couple avec un évitant sans avoir à le forcer ? Parce que souvent l'évitant, on a besoin
te parler et il veut tellement de distance. Qu'est-ce que je fais pour réussir à trouver l'équilibre? Déjà, premièrement, il faut savoir qu'un évitant a des insécurités. Il y a des choses qui vont tout simplement le pousser dans ses insécurités. Si on est en mode sensu, je veux des infos, donne-moi des infos, prendre la poudre d'escampette. L'objectif est d'apprendre à fonctionner avec l'évitant et reconnaître ces moments où il va avoir des besoins d'espace et de distance. Ça veut dire de donner l'espace à la personne et de savoir comment le faire. On va privilégier du coup dans ce temps la qualité que la quantité. On va avoir des conversations sympas, des moments sympas, mais on va plus faire en sorte que les moments aient des fréquences qui soient adaptées à notre partenaire. Par exemple, on va pas forcément se voir tous les week-ends parce que l'évitant a l'air de ne pas le gérer et surtout avec sa dépression et qu'il a du mal quand il y a des moments où il sent que la dépression c'est trop dur. On va plutôt se positionner à essayer de se dire ok, un week-end sur 2 on se voit pas pour que tu te poses. Oui mais t'es sûr? Non, on se voit pas parce que si je te vois trop, tu vas me filer entre les doigts. Ça c'est aussi mettre des limites et mettre un cadre. Pour vraiment réussir à ne pas forcer l'évitant, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut pouvoir l'attirer à nous. Et pour l'attirer à nous, on doit développer sa propre autonomie, son indépendance émotionnelle. Ensuite, on va devoir aussi adapter la communication pour ne pas pousser l'autre dans ses retranchements. Des questions simples et précises pour être sûr que l'évitant va pouvoir répondre et ne pas être dépassé par ses émotions. Et pour que le couple puisse fonctionner, eh bien, on va se respecter l'un l'autre, respecter les besoins de l'autre et créer un climat de sécurité. Tu en as autant besoin que ton partenaire. Ensuite, vous allez vous fixer ensemble des limites par rapport à votre équilibre. Des limites sur l'intimité, des limites sur la décision, les projets de vie, etc. Et après, la notion de réassurance. Il y a souvent ce gros débat de dire « j'ai besoin de savoir où est-ce qu'on en est dans notre relation de couple ». Ce genre de questions ne servent à rien, l'évitant va prendre la poudre d'escampette. Parce que quelquefois, il vaut mieux être capable de réfléchir. En fait, quand je pose cette question, où est-ce qu'on en est dans notre relation de couple, souvent j'ai une autre question derrière. Quand est-ce qu'on vit ensemble? Quand est-ce qu'on a des enfants? Quand est-ce qu'on se marie? Quand est-ce qu'on se paxe? Quand est-ce qu'on achète quelque chose ensemble? Autant aller directement à la bonne question. Il y en a qui vont me dire, ça va le faire fuir. On est un couple, les gars. Si on peut plus se parler correctement et que du coup ça va faire fuir la personne, ça sert à rien d'être dans la relation de couple. Vous voulez que la relation avance? Faites en sorte qu'elle avance. Parlez-vous, dites les choses. Alors forcément, si j'y arrive pas, c'est que peut-être que j'ai peur et que je suis en insécurité à exprimer tout ça. Voilà pourquoi l'indépendance émotionnelle est importante. Parce que j'ai le droit de partager à mon partenaire des choses importantes et que je n'ai pas à laisser mes émotions prendre le dessus. Et puis, souvent, il y a aussi beaucoup d'implicites dans la relation avec un évitant. C'est-à-dire que, par exemple, on n'est pas obligé toujours de se poser des questions. On peut tout simplement, progressivement, arriver et dire « Tiens, j'ai trouvé qu'il y avait des appartes sympas. Ça te dirait qu'on vive ensemble ?» Pourquoi se prendre la tête et se dire « Attends, viens, on va se prendre un resto, on va s'asseoir, on va discuter. » Et du coup, voilà, où on en est dans notre couple. Parce que moi, je pense qu'on pourrait commencer à vivre ensemble. L'évitant qui souhaite être direct, ça peut être un peu compliqué. Alors après, t'as le droit aussi de vouloir faire ton côté romantique dans ta relation. L'évitant n'est pas contre la romance, mais par contre, sois clair, direct et précis. Ne tournez pas autour du pot. Dites-vous les choses. Avançons. Ne faites pas en sorte de pouvoir mettre des situations qui ne vont pas être légères et qui vont créer une espèce de pression à ton partenaire. Et donc, du coup, le faire prendre la poudre d'escampette parce qu'il ne sait jamais sur quoi il va tomber. Le fait de réussir à prendre cet équilibre, à apprendre à vous parler de tout, à plutôt capitaliser sur votre complicité, sur les moments légers, vous permettra de vivre votre relation de couple au jour le jour, sans pression. Et si j'ai besoin de réassurance, il suffit que je regarde le merveilleux regard bénéfique que mon partenaire a sur moi, et cela peut me rassurer. Je n'ai pas besoin d'entendre un « mais si ma chérie, je t'aime » tous les 5 minutes pour être rassurée. Voilà pourquoi il est possible d'être en couple avec quelqu'un qui a un attachement évitant. Est-ce que c'est évident? Bien sûr que non. C'est beaucoup de challenge, mais c'est possible et on peut réussir à trouver l'équilibre. Maintenant, chacun prend ses propres décisions et fait ce qu'il souhaite.
On a vu beaucoup de choses aujourd'hui, n'est-ce pas, dans l'épisode du jour. On a posé cette question. Pourquoi rester avec un partenaire évitant? Ça semble compliqué. Déjà, on sait très bien qu'un évitant a un parcours souvent un petit peu chaotique avec des figures d'attachement qui n'ont pas répondu à ses besoins. Il va donc se méfier de beaucoup de personnes, va pas savoir très bien communiquer, ne sait pas trop gérer ses émotions et donc du coup va avoir besoin de distance pour pouvoir les gérer. Alors forcément, chacun va avoir son degré d'évitant, mais la dépression vient rajouter une couche. L'évitant est assez paradoxal, il veut être en relation de couple mais à distance, ce qui n'est pas forcément évident. Mais on peut aimer un évitant et lui donner la possibilité d'avoir ce genre de relation. Forcément, ça a pas mal de bénéfices. On va développer tout simplement de la patience, de la tolérance, de l'indépendance émotionnelle, de la liberté individuelle, de l'autonomie, de l'équilibre émotionnel, plein de qualités vraiment sympas. Bien sûr, chacun est libre de choisir s'il veut rester ou pas avec un évitant. Personne n'a à tout simplement donné son avis sur ce choix. Aujourd'hui, le plus important est de trouver ce qui est bon pour nous et ce qui va nous permettre de fonctionner. On peut s'harmoniser avec un évitant sans forcer, sans insister pour que ça se passe bien. Pour cela, il faut se sécuriser pour que l'évitant n'ait pas cette pression permanente derrière lui. On apprend à passer des moments légers ensemble sur des choses simples du quotidien. Et puis, si on apprend tout simplement à fonctionner avec amour, avec complicité, à avoir des conversations directes, privilégier des moments de qualité plutôt que de avoir plein de moments en fait qui ne sont pas profonds pour votre couple, le plus important est de réussir à trouver votre harmonie, votre rythme de croisière, même si ton partenaire est évitant. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout, j'espère sincèrement qu'il t'a plu et moi je te dis à la semaine prochaine chers proches pour un nouvel épisode. Ciao!